Cela fait maintenant plus de 10 jours que le marché est dans l'extrême peur. Alors, est-ce que nous sommes au bord du gouffre et nous allons partir en bear market? Est-ce que nous sommes proches d'une récession? C'est aussi les questions que le marché se pose, que ce soit sur le marché des crypto-monnaies ou sur le marché traditionnel. Dans cette vidéo, on va essayer d'y répondre et je vais te donner mon avis concernant une potentielle récession. Est-ce qu'on est proche du bottom? Où BTC pourrait aller? Est-ce que c'est la direction des 70 000 $? Est-ce qu'on repartirait potentiellement proche des 100 000? Et donc, comme d'habitude, on va faire un point sur l'actualité. Il y a des choses très intéressantes qui se mettent en place. On regardera le sentiment du marché. Comme je t'ai dit, on est dans l'extrême peur et on va analyser tout ça. On fera un gros point également sur la macroéconomie avec quand même pas mal de choses très intéressantes à dire. Et on terminera par les graphiques sur lesquels on fera quelques comparaisons pour le côté macro. Mais aussi, on regardera Bitcoin, Ethereum, Solana et Syncalcoin comme la semaine dernière. Également, si tu te sens perdu sur le marché, etc., tu as toujours la formation gratuite en haut à droite de cette vidéo. Tu peux scanner le QR code ou avoir le lien directement dans la description. Si la vidéo te plaît et que tu veux nous soutenir gratuitement, tu peux t'abonner, liker, mettre un commentaire. Ça nous aidera beaucoup à développer la chaîne et on t'en sera énormément reconnaissant. Allez, on commence directement en regardant qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers cycles de Bitcoin et on peut voir que lors du dernier cycle, eh bien, on a vu quelques corrections. On avait eu 7 corrections même, moins 17, moins 17, moins 32, moins 26, moins 28, moins 51, moins 25%. Donc pour l'instant, on est sur une correction de proche de moins 30%. Donc on est toujours dans quelque chose qui est assez similaire au dernier cycle, quelque chose de toujours normal, donc évitons de s'inquiéter pour rien pour l'instant. Il n'y a pas de raison d'être plus inquiet que ça sur le marché, c'est une correction. Ça nous apprend à prendre plus de profit et ça vraiment mets-le dans ta tête parce que faut vraiment prendre plus de profit, surtout dans les périodes euphoriques, surtout actuellement avec un marché qui a un petit peu changé où au final eh bien c'est beaucoup plus manipulé par les institutions. Donc voilà, prends plus de profit, mais en tout cas on est toujours sur quelque chose de similaire au dernier cycle. Et même si on regarde sur le cycle précédent, donc celui de 2016-2017, avant le cycle d'avant, eh bien on peut voir qu'on avait eu pas mal de retracements de 38% pendant la montée. Donc il est fort probable que le cycle actuel se rapproche de quelque chose comme 2017. On peut le voir notamment, mais en fait déjà il y a Trump qui est au pouvoir. Il met en place pas mal de choses qui sont proches de 2017, avec notamment les tarifs, etc., qu'il avait aussi mis en place en 2017. Donc potentiellement, on pourrait avoir quelque chose d'assez similaire. Maintenant, à voir ce qu'il en sera sur les prochaines semaines. Mais quoi qu'il en soit, une correction de moins 30% sur le marché, c'est toujours quelque chose de normal. Il ne faut pas trop s'inquiéter tant que les données macro autour sont toujours positives. Au niveau de la Chine, on peut voir qu'ils sont en train de réfléchir à pouvoir installer tout le côté Bitcoin, tout le côté crypto de manière légale. Donc on peut voir que c'est en train de rentrer dans les mœurs d'aussi de la Chine qui était quand même assez réputée pour bannir Bitcoin tous les ans. Donc on va voir comment ça va évoluer, mais c'est très très positif. On a BlackRock qui intègre Bitcoin pour la première fois dans son univers de portefeuille. Donc là c'est encore plus bullish, ça prouve vraiment que Bitcoin est en train de s'implémenter. Il faut voir qu'ils ont une allocation entre 1 et 2% sur Bitcoin, donc sur leurs propres ETF. Donc bon, ben, si le plus grand fonds du monde est en train d'acheter Bitcoin, je pense que c'est pas pour rien. Également, on avait le TH Denver qui était lors de la semaine dernière. Et voilà les sujets qui sont le plus ressortis. Donc stablecoin, RWA, tokenisation des actifs digitales qui ne sont pas de la crypto, notamment je pense à des actions, à de l'immobilier, à des bons du trésor, etc. Les agents IA, ça risque de ne pas être terminé. On a une première hype, donc commençons à se mettre en place par rapport à ça. D'ailleurs, je vais en parler juste à la fin. Sur les graphiques, je te parle d'un seul agent IA qui va être très intéressant. Ils ont parlé également de BeraChain et de BTCFi, donc tout ce qui est DeFi sur BTC. C'est vrai qu'on n'en entend plus parler depuis certains temps, mais Bitcoin, ça reste la première blockchain. Donc venir construire par-dessus, ça pourrait être très très intéressant à voir ce qui se développe par-dessus. Donc également, à partir de demain, on aura un gros summit, donc un gros sommet sur la crypto directement à la Maison Blanche. Donc ça, c'est très très intéressant de voir. J'ai pas l'impression que le marché l'est trop pricé pour l'instant, parce qu'on est toujours dans une phase assez corrective. Mais de ce que j'ai vu en termes d'invités, il va y avoir du Saylor, du Vitalik Buterin, du CZ, tout ce qui est PDG de Cardano, de Ripple, forcément le PDG de Coinbase, de Kraken. Donc en fait, toutes les grosses têtes de l'écosystème crypto vont se retrouver à la Maison Blanche pour parler crypto, pour parler sûrement avenir crypto. Alors il y a des rumeurs qui disent que Trump va annoncer la réserve de Bitcoin demain. Donc c'est que des rumeurs. On voit aussi tout et son contraire. On voit des gens qui le démentent. Donc pourquoi pas, mais ça serait très 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 bullish en tout cas si jamais ça se passe. Alors est-ce qu'on pourrait avoir une correction à court terme? J'ai envie de te dire oui, mais bon là tu vas me dire oui, on peut monter, un peu baisser, c'est normal. Forcément, mais en fait, moi j'ai pas l'impression que ça soit pricé. Tout le monde s'attend à ce que ça prenne trop de temps.
Tout le monde est en train de se dire, ouais, Trump il disait qu'il allait lancer la réserve stratégique de Bitcoin et puis ça arrive pas, ça arrive pas. Et bien, il pourrait surprendre tout le monde, surtout dans une ambiance de panique actuelle où les marchés sont très dans la panique, les sentiments sont très bas. On va le voir juste après. Donc, ça pourrait vraiment rebooster tout ça. Pourquoi pas lancer une prochaine jambe haussière, en tout cas, qui pourrait durer peut-être jusqu'à mai-juin. C'est peut-être le scénario que j'ai en tête. Également, on a la SEC qui a vraiment arrêté de poursuivre tout et n'importe quoi en crypto. Ils ont abandonné leur dossier sur XRP, tu peux le voir là sur Binance, sur Justin Sun, OpenSea, Kraken, etc. Et ça se fait vraiment un peu dans l'ombre. Personne n'en parle, très peu de gens en parlent en tout cas. Et pourtant, c'est très très bullish parce que ça prouve que la régulation autour de les crypto-monnaies, autour de Bitcoin, est en train de s'assouplir, qu'il y a de moins en moins de bâtons qui se fait mettre dans les roues de ces entreprises, donc ils vont pouvoir continuer à se développer. Et ça, c'est plutôt positif. On pourrait du coup voir le airdrop de OpenSea arriver prochainement. Également, au niveau des ETF, on devrait avoir un ETF Solana qui devrait arriver assez rapidement. On peut voir que sur le site de la DTCC, eh bien, ils ont déjà mis en place l'ETF sur Solana. Donc, est-ce que c'est un spoil de ce qui va se passer? Est-ce que, ou est-ce que ce n'est pas du tout? Pour l'instant, en général, c'est ce qui se passe avant qu'il soit listé. Donc, ça pourrait arriver très très vite. Il me semble qu'il y a une deadline sur l'ETF Sol qui est en mars, donc je ne sais plus quel jour, le 25 de tête, donc ça serait intéressant de voir ça. Au niveau du CME Group, on peut voir qu'ils vont lancer l'ETF Solana sur les futurs le 17 mars, donc là ben, on peut voir que ça s'accélère sur Solana. En général, les futurs sont lancés avant les spots, donc pourquoi pas avoir l'ETF Solana ce mois-ci, ça pourrait être très 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 intéressant. Allez, au niveau des ETF, sur Bitcoin, on peut voir que ben, depuis le 25, il y a pas mal de sorties, on a eu plus de 1 milliard, voire 2 milliards, ouais, 2 milliards qui sont sortis des ETF. Donc là, on peut voir que ben, le marché n'est pas trop soutenu par les investisseurs institutionnels via les ETF, malgré que ben, on peut voir que le marché a un peu rebondi, alors que ben, ça a pas mal perdu sur les ETF. Donc pour l'instant, les inflows, ça se calme pas mal. Il faudra vraiment avoir un peu plus d'euphorie pour que ça reparte. On peut voir ici qu'ils a commencé à repartir un petit peu avant l'élection de Trump, avant d'exploser un petit peu la hausse et de faire un nouveau record depuis leur sortie l'année dernière. Donc pour l'instant, rien à signaler non plus par rapport à ça, pour que ça ralentit un petit peu et que ça pourrait reprendre avec un peu plus d'euphorie. Au niveau des ETF sur Ethereum, par contre, et bien là, en fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a très très peu de sorties. On peut voir qu'il y a à peu près 200 millions qui sont sortis depuis le 25 et encore, ouais, 200 millions à peu près, 150 millions, ce qui est très très faible, alors que sur BTC, on a perdu 2 milliards. Je trouve qu'au final, l'ETF sur Ethereum tient pas mal. Peut-être qu'il y a des choses qui sont intéressantes qui pourraient arriver, notamment peut-être le staking qui est intégré directement sur l'ETF, pourquoi pas. Mais ça, du coup, ça me tilte. Je trouve ça très intéressant. Au niveau du sentiment, on peut voir que ça reprend. Effectivement, ben, il y a pas mal de peur, donc les gens recherchent Bitcoin sur Google, et donc du coup, les gens se réintéressent. On peut voir que tout descend. Forcément, les gens se réintéressent et ça fait remonter la courbe de Google Trend. Donc, plutôt intéressant. Maintenant, voilà. Moi, je trouve que comparé au dernier cycle, ok, on a trouvé un point haut depuis juin 2022, où là, on rentrait en bear market à cette période-là, mais on n'a pas trouvé de nouveaux sommets comparé à 2021. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est de mettre du coup tout l'historique. Et quand on met tout l'historique, on peut voir que là, on aurait l'intérêt le plus petit comparé au dernier cycle, ou que ce soit 2017, que ce soit 2021. Donc, est-ce que cette réserve stratégique Bitcoin, quand elle va arriver, elle va secouer le monde entier? Est-ce que ça va être le signal de fin total? C'est la question qu'on se pose. Mais un gros intérêt qui arrive sur Bitcoin quand même, moi personnellement j'ai un doute que ce soit la fin par rapport à ça, mais ça peut l'être aussi. Donc on verra comment ça va se passer. En tout cas, je pense que le marché ne l'a pas trop pricé, mais on en parlera peut-être après. Alors au niveau du Ferry Grid, j'ai changé de site. Je trouve que celui-là est beaucoup plus intéressant. On peut voir que là ça fait une semaine qu'on est entre l'extrême fear et la fear. Et sur le mois, on était plutôt neutre et un peu dans la fear là du coup depuis 10 jours. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. On peut voir qu'à chaque fois qu'on a eu vraiment une grosse période de peur, eh bien c'était proche des bottoms. Donc à voir combien de temps ça va durer. Là déjà on est quand même sur quelques jours, sur une dizaine de jours. Bon là on était entre mai et juillet. Donc voilà, un bon mois dans la peur, ça fait du bien pour poser un bottom. On peut le voir ici, c'était pareil, hein, c'était au Covid forcément. Ici pareil. Donc peut-être attendre un petit peu d'accumulation sur la peur. Maintenant, comme tu peux le voir avec les annonces de Trump, ça peut aller très vite, à la fois à la hausse, à la fois à la baisse. Très très dur de avoir vraiment une grosse vision précise. Ça peut être vachement manipulé. Mais du coup, sur le sentiment, c'est plutôt positif de voir pas mal de peur en général. Quand on a pas mal de peur, ça se rapproche du bottom. Donc, à voir sur les prochains jours, les prochaines semaines. Au niveau du Fear and Greed, maintenant, c'est sur le marché traditionnel. On peut voir que là aussi, ils sont complètement dans la peur.
Là, on est sur du 18, donc ouais, c'est de l'extrême peur également, avec un SP500 qui retrace pas mal. Je sais pas si on aura le temps de le regarder sur les graphiques. Mais bon, à chaque fois qu'on est venu chercher ces zones-là, on peut voir que aussi on était proche d'un bottom. Maintenant, comme tu peux le voir, ça peut prendre quelques temps. Tu vois, là, on était le 3 octobre 2023 jusqu'au 23 octobre. Bon, ça dure pas tant de temps que ça peut durer 2 semaines. Là, pareil, à chaque fois qu'on est venu ici, tu vois, c'est vraiment resté très rapidement. Donc pourquoi pas. Après, voilà, à chaque fois ça met un petit bottom, on peut remonter, mais peut-être on peut redescendre derrière. Enfin, tout ce qui est intéressant à voir, c'est que vraiment les marchés actuellement sont plutôt dans la peur. Tu vois, on a 5800 sur le SP500. On regardera un petit peu sur le graphique pour voir qu'est-ce qu'il raconte. Au niveau des liquidations, on peut voir qu'il y a pas mal de liquidités à venir chercher vers le sud. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand même qu'il y a plus de liquidités à venir chercher vers le nord. En tout cas, si on prend entre 69 000 et 77 000, voir que allez, tu as vraiment une grosse liquidation aux alentours des 10 milliards. Tout le reste, c'est du 4, 5, 6, etc. Quand tu vas monter un petit peu au-dessus, tu peux voir que déjà, hop, on est à 95 000, on a une liquidation aux alentours des 15 milliards. Et puis tu remontes, hop, 11 milliards, 9 milliards, 14 milliards. Vraiment, on a de gros 21 milliards, des grosses zones de liquidation, 10 milliards, etc., etc. Donc je trouve qu'il y a beaucoup plus de liquidités qui se sont accumulées au nord. Donc ça pourrait favoriser qu'on puisse venir chercher tout ça. Il y a d'autres éléments macro dont je vais parler à la fin sur les graphiques qui favorisent également tout ça. Mais ça me donne vraiment quelque chose de plutôt intéressant qui me font dire qu'on pourrait revenir chercher plus vite qu'on le pense. Maintenant, comme toujours, il y a de la liquidité un petit peu à venir chercher ici. Si on veut continuer à enfoncer un petit peu, venir casser un petit peu le bottom pour venir chercher un peu de liquidité avant de remonter, c'est possible également. Donc il faut vraiment être accroché pour l'instant tant qu'on est dans cette tendance baissière. Eh bien, il n'y a rien qui est fait. Au niveau de la macro, on peut voir qu'il y avait quand même pas mal d'annonces cette semaine. Donc, l'inflation en Europe, bon, on s'en fiche un petit peu, mais je crois qu'elle a baissé. J'ai plus tout en tête. L'ISM Manufacturing PMI, alors là, on a un petit ralentissement. Donc là, c'est plutôt assez mauvais parce que ça représente un petit peu le secteur industriel du travail, enfin le marché du travail aux États-Unis. Donc là, on est un petit peu sur une contraction et un ralentissement du marché du travail. Donc c'est pas hyper positif. Potentiellement, ça pourrait montrer un signe de relance du taux de chômage. Mais ça, on le verra d'ici demain. Donc on en reparlera la semaine prochaine. Après, on a eu l'USM des services qui, lui, est en hausse. Donc là, c'était plutôt positif. Mais en général, celui-là est quand même plus important. Ensuite, on a eu la Banque Centrale Européenne qui a baissé ses taux. On va en parler juste après. Et en fait, donc demain, on va avoir tout ce qui est ouverture de jobs aux États-Unis sur les métiers qui ne sont pas dans des fermes. Le taux de chômage, ça va être très intéressant, voir si ça augmente un petit peu. On a Powell qui va parler également avec plusieurs membres de la Fed, donc intéressant de voir un petit peu ce qui sera dit. Demain, ça pourrait être très intéressant. Maintenant, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être la semaine prochaine. Le 12, on a l'inflation qui va sortir. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut voir. Mais on va en parler juste après. Au niveau des taux d'intérêt, donc là, on peut voir que ça a pas mal bougé ces derniers temps. On se retrouve à peu près sur de 50% pour une baisse des taux en mai, alors qu'on était vraiment beaucoup plus bas la semaine dernière. On a eu pas mal de choses qui ont bougé ces derniers jours, puisque forcément, il y a eu un peu de panique sur les marchés. Et il y a un grave moyen que la baisse des taux se fasse en mai. Si elle ne se fait pas en mars, parce qu'il y a quand même une théorie sur le fait qu'elle pourrait se faire en mars, puisque l'inflation ralentit énormément et que si on rentre en déflation, ça pourrait être beaucoup plus mal pour l'économie que de l'inflation. Donc, j'ai un doute quand même que ça se passe en mars. Je pense qu'on aura plutôt une fin du quantitative tightening, donc de l'argent qui se détruise pour le sortir du système, ce qui permettrait justement d'économiser 500 milliards sur l'année. Donc ça, on le verra sûrement la semaine prochaine. Le FOMC, il est le 19, donc on a encore un peu le temps. Encore un peu le temps de voir aussi justement les datas sur l'inflation. Mais en tout cas, le marché price maintenant 3 baisses des taux, alors qu'on était toujours sur 2 baisses des taux. Donc c'est plutôt intéressant à voir. Et surtout, d'après mes recherches, par rapport à la dette des États-Unis, il leur faudrait des taux d'intérêt qui se retrouvent entre 3 et 3,5 au minima pour pouvoir vraiment refinancer leur dette sans trop se foutre dans la merde. Donc plutôt intéressant à voir maintenant si ça va se passer comme ça ou est-ce qu'il pourrait y avoir une petite récession qui vient couper court à tout ça et qu'on baisse les taux d'intérêt d'un coup. Au niveau du secrétaire du Trésor, Scott Bessent, il dit clairement qu'ils font tout pour qu'on ait des baisses des taux d'intérêt. Et ça se voit parce que le pétrole est à la baisse, ce qui fait aussi influencer l'inflation à la baisse, le dollar est à la baisse, qui influence également l'inflation. Je vais te dire que forcément, ils sont en train de mettre toutes les armes de leur côté pour que
Powell, de son côté, se dise, OK, en fait, j'ai pas le choix, je vais être obligé de baisser les taux d'intérêt parce que sinon, je vais mettre l'économie en danger. Il ne faut pas oublier que le taf de Powell, c'est de garder l'économie qui fonctionne, ne pas rentrer en récession, ne pas rentrer en hyperinflation. Et il doit jongler entre les deux pour justement conserver une économie saine, pas rentrer dans un chômage excessif qui rentrerait du coup en récession, etc. Donc ça, c'est plutôt positif. À voir comment ça va être, comment ça va réagir du côté de Powell. Et sûrement que le discours de demain pourrait nous donner des indications. Donc comme je te disais, la BCE baisse ses taux pour la 5e fois consécutive. Et donc là, il passe à 2,5%. Donc moi, personnellement, ma théorie, c'est que en général, ils anticipent un petit peu ce que va faire la Fed. Donc la Fed va baisser ses taux d'intérêt, que ce soit ce mois-ci ou le mois de mai, pardon. Je pense qu'ils vont le faire. Donc la BCE est en train de baisser leur taux d'intérêt pour anticiper. Parce que sinon, eh bien, ils ne pourront pas réussir à bien se financer. Ça, c'est plutôt important, et surtout en gardant la valeur de l'euro. Pour l'instant, plus ils vont baisser, et forcément, plus ils vont pouvoir imprimer de l'argent facilement. Mais s'ils le font trop et que le dollar reste fort face à l'euro, ça pourrait être assez préjudiciable. Au niveau de l'inflation, toujours, eh bien, on peut voir qu'elle a baissé à 2,5% en fin février pour le PCE. Donc le PCE, ça va être vraiment les dépenses dans l'économie réelle. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, surtout par la Fed, pour juger de l'inflation. Alors qu'on avait du coup une relance sur le PCI et sur le PPI à 3% et à 3,5%. Là, on a une baisse à 2,5%. Ce qui se rapproche de plus en plus des estimations de Trueflation. Donc, il faut savoir que Trueflation, ils ont en général 45 jours d'avance. Donc, si on prend 45 jours en retard, on est quoi? On est le 6 mars. Donc, là, on est sur du 30 jours de retard. Et là, on enlève 15 jours encore. On devrait être par ici. Donc, tu peux voir qu'on était sur du 2,7%. Donc, potentiellement, la prochaine fois qu'on va avoir du coup euh, l'inflation qui va sortir, donc du coup le 12, la semaine prochaine, on pourrait avoir une inflation aux alentours des 2,7, 2,5, peut-être un peu plus basse. Hein. Ça prouverait en tout cas que Trueflation a raison. Donc, on va vraiment attendre ces datas pour se dire est-ce que Trueflation a raison. Par contre, si Trueflation a raison, on est sur du 1,3% d'inflation là, actuellement. On se rapproche, beaucoup trop proche de la déflation. Déflation, ça va faire augmenter, ça va faire baisser les prix, pardon. Et surtout, ça va faire augmenter le poids de la dette. La valeur de l'argent prend en valeur, forcément. Donc, les emprunts vont coûter plus cher. Il y a moins d'emplois, les emplois payent moins, etc. Donc, ça peut faire rentrer en récession une déflation. Donc ça, on veut l'éviter, et c'est ce que Powell va devoir vraiment réagir. Est-ce qu'il va réagir rapidement avec soit une baisse des taux d'intérêt directement en mars, soit comme je te disais avec la fin du quantitative tightening. La fin du quantitative tightening, ça permettrait d'arrêter de retirer de la liquidité du marché et potentiellement de contrôler un petit peu l'inflation aux alentours de 2%. Il va falloir vraiment qu'on garde une inflation proche de 2%, car sinon, c'est pas très positif. Donc pour moi, l'OFMC du 19, il aura vraiment une grosse importance. Au niveau des tarifs, on peut voir que Trump, il a passé un petit peu la seconde. Pas mal de tarifs qui sont mis en place. Là encore, ça ne sert à rien d'épiloguer pendant des heures et des heures. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Pourquoi? Parce que Trump, un jour, il va dire blanc, l'autre jour, il va dire noir. Et ça crée, du coup, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas comment ça va réagir. On ne sait pas si les autres pays ils vont réagir positivement. Est-ce que ça va négocier ou pas? Personnellement, je pense que c'est toujours un outil de négociation pour Trump parce qu'il sait que, mine de rien, ces États-Unis sont en position de force. Qu'on le veuille ou non, c'est eux qui dirigent un petit peu tout. C'est sur leur monnaie que toutes les monnaies du monde sont adossées. Donc, on va se plier à ce que veulent les États-Unis. Mais du coup, voilà, là, c'est en train de négocier sévère, je pense. Et tout ça, c'est de la mise en scène. Et forcément, ça crée un petit peu d'incertitude parce que le marché, il ne sait pas trop comment ça va évoluer. Donc, à voir comment ça va évoluer dans le futur. On ne peut pas trop savoir ce qui va se passer. Moi, personnellement, je mise plutôt sur le fait que c'est juste un outil de négociation et que ça ne durera pas dans le temps. Maintenant, je peux très bien me tromper. Et le marché me le fera comprendre. Donc, ça à suivre. En tout cas, pour l'instant, pas besoin de s'affoler plus que ça, tant qu'il n'y aura pas vraiment de dénouement par rapport à tout ça. Alors là, on va parler un petit peu du M2. Donc, le M2, c'est quoi? C'est en gros la masse monétaire totale dans le monde. Là, on peut voir que le M2, c'est plutôt aux États-Unis actuellement, qu'il a augmenté de 26% en 2013, 22% en 2017, 49% en 2021, et qu'actuellement, il est plus 0,5%. Donc ça veut dire que là, on est sur un bull run où on n'a pas eu d'impression monétaire. En fait, on a juste réinjecté de la liquidité qu'on avait de côté, notamment dans les reverse repo, pour contrer tout l'argent qui était détruit dans le système. Et si on ne faisait pas ça, en fait, on pouvait rentrer en récession. Sauf que ces reverse repo, ils arrivent un peu à la fin et il va falloir commencer à
être plus souple sur la politique monétaire, notamment avec le quantitative tightening et avec potentiellement d'autres baisses des taux. Le but de la Fed, c'est de le faire de manière avec leur soft landing, donc en douceur. Donc s'ils arrivent à le faire en douceur, c'est nickel. Par contre, s'ils se gourrent et qu'ils réagissent trop tard, il y a moyen qu'on puisse avoir une petite récession et ça serait pas très bon pour les marchés. D'ailleurs, en parlant de récession, on peut voir que avec cette panique-là, les marchés price une récession à 43%. Maintenant, comme je te disais, ça va être vraiment une question peut-être de est-ce que la Fed va bien gérer tout ça. Si la Fed gère bien, j'ai envie de te dire qu'il n'y aura potentiellement pas de récession. Là, on ne peut pas vraiment savoir, j'ai pas de boule de cristal. Quoi qu'il en soit, c'est qu'à chaque fois qu'on a apprécié une récession à fond, eh bien, elle n'est jamais arrivée. Pourquoi? Il y a toujours des outils qui sont mis en place par la Fed, par les gouvernements pour justement faire en sorte que la récession n'arrive pas. Je pense que si on doit avoir une récession, elle arrivera d'un coup et très peu de gens la verront à venir. C'est un peu le but d'une récession aussi. Clairement, c'est plus pour mettre une atmosphère de peur que je vois ça. Maintenant, on va en reparler, sûrement dans les prochains épisodes. Quoi qu'il en soit, actuellement, on a le dollar qui baisse, on a le pétrole qui baisse, on a l'inflation qui descend, le M2 qui augmente, le M2 global qui augmente et on a l'or qui augmente. On va en parler juste après, un peu plus en précision, surtout de l'inflation, du pétrole, de l'or et du M2, notamment corrélé avec Bitcoin. Donc, on va déjà commencer avec le dollar. Donc, le dollar, il faut savoir que là, on a une zone ici à pas dépasser, qu'on est venu chercher plusieurs fois et qui a tendance à mettre un petit peu les autres monnaies un peu dans la panade. Par contre, ce qui est positif, c'est que là, on part à la baisse. Et qu'à chaque fois qu'on part à la baisse, eh bien, donc tu peux voir ici, on était parti également à la baisse. Et bien, on peut avoir le bull run qui peut se déclencher. Pourquoi? Parce que les liquidités peuvent être imprimées. Plus le dollar il va être bas et plus ça va être intéressant pour les banques centrales du monde d'imprimer pour pas que leur monnaie se dévalue trop face au dollar. Donc là, c'est très très positif par rapport à ça. Maintenant, on est en train de casser ce support et l'objectif serait peut-être de venir chercher cette résistance-là. Au niveau du pétrole, là, ce que je vais te montrer, c'était surtout une corrélation très intéressante avec l'inflation. Donc là, tu peux voir la ligne en vert, ça va être l'inflation. Et la ligne en rouge, ça va être le pétrole. Ok. Donc tu peux voir que ces deux lignes se suivent parfaitement bien. On va le mettre un peu sur une échelle qui se ressemble. Hop là, on est en weekly. Donc à chaque fois que le pétrole va augmenter, l'inflation va avoir tendance à augmenter également et vice-versa. Donc c'est très corrélé. Ce qu'on voit actuellement, c'est que le pétrole descend. Donc en plus des datas de Truflation, je pense que le pétrole pourrait entraîner l'inflation vers la baisse. C'est très connu que les deux sont corrélés, que lorsque le pétrole descend, eh bien l'inflation descend également. Donc je pense clairement que l'inflation va continuer à descendre et qu'on va, j'espère pas qu'on va rentrer en déflation, mais quoi qu'il en soit, on devrait venir toucher les deux qui est la target de la Fed. Maintenant, si on vient casser ici sur le pétrole, on pourrait très bien venir retourner sur ce support qui a quand même pas mal tenu dans le temps, qui est aux alentours des 35$, tout simplement. Et donc là, clairement, si on arrive ici, mais potentiellement que l'inflation aura été vraiment très très bien contrôlée, donc c'est plutôt positif. Au niveau du gold, ce que je vais te montrer, c'est plutôt une corrélation avec la masse monétaire, le M2. Ok, tu peux voir qu'à chaque fois que cette ligne, ça suit plutôt assez bien, ça suit un peu les mouvements du gold. Donc ce qui est intéressant à voir surtout, c'est que, hop, ici, on a eu cette baisse qui est arrivée ici. Et depuis, on a le M2 qui repart à la hausse. Donc le M2, il est en vert, tu as bien compris. Et le gold est parti direct. Donc il semblerait que le gold soit vraiment l'asset qui soit le plus corrélé au M2, alors que pour Bitcoin, pour le SP500 en général, il va y avoir un laps de temps entre les deux. On va le voir directement après sur le Bitcoin. Donc là, tu peux voir que quand le M2 commence à baisser, eh bien, le Bitcoin, il a tendance à continuer à monter et de baisser juste après. Par contre, si on met un M2 qui est décalé, eh bien, on a tendance à avoir une corrélation parfaite. Et actuellement, on se trouve dans cette correction. On se trouve dans cette correction. Et donc, si on reste corrélé parfaitement au M2, eh bien, on pourrait avoir une relance qui pourrait au moins nous amener vers la TH. Là, j'aime plutôt le mettre avec les candles. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant, surtout que là, on peut voir que ça a bien venu chercher, tu vois, le bas de cette correction qu'on voit sur le M2. Donc maintenant, est-ce que la corrélation va être parfaite encore une fois? Des fois, des corrélations qui ne sont pas identiques. Bon, là, c'est surtout que on est passé, tu vois, de 15 000 à 30 000. Donc, on a quand même fait x2 sur cette grosse hausse ici. Et ensuite, tu vois, ça a ralenti. Et bien, BTC, il a commencé à stagner entre 30 000 et 25 000, tu vois. Donc, clairement, c'est assez très corrélé. Donc, potentiellement, c'est un peu la théorie qui tourne un peu partout aujourd'hui. Maintenant, attention, souvent, quand on parle trop d'une chose, eh bien, le marché a tendance à faire l'inverse. Maintenant, à voir ce qu'il en sera. Pour continuer sur BTC, et d'ailleurs, avant de commencer sur BTC, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu aimerais que j'analyse, tout simplement. Si tu as des altcoins favoris, etc., tu me les mets en commentaire et on les verra ensemble.
Donc ça va être assez rapide, je te disais. Voilà, moi ce que j'aimerais voir, c'est que BTC va clôturer dans son range. On peut voir que la semaine dernière, il a fait une clôture parfaite dans le range. Depuis, il a retracé un petit peu, mais ça ne change pas le fait que dimanche, s'il clôture encore dans son range, eh bien en fait, on est toujours dans le range. On est toujours dans le range. Et voilà, c'était juste une manière de nous faire peur, de nous faire sortir avant de repartir. Maintenant, eh bien, on est toujours dans cette tendance baissière. Et tant qu'on ne viendra pas la casser, eh bien, ça sera toujours pareil. L'idéal serait aussi de venir casser ce point ici en daily aux alentours des 95 000 $ pour venir chercher un plus haut. Également, on pourrait peut-être casser eh bien, cette tendance baissière. Au niveau des idées dont je t'avais parlé, là on est un peu sur un mix des deux, tu vois. Donc on est venu corriger, on remonte, on revient toucher ici, on va potentiellement casser. Mais il y a toujours cette peur de pouvoir revenir chercher plus bas. Comme je t'avais montré tout à l'heure, eh bien, il y a des liquidités à aller chercher. Donc ça pourrait être également possible de le faire. Donc on n'a pas vraiment de précision sur ce qui va se passer, quoi qu'il en soit. On peut voir qu'ici, on a les 0,38,2 du dernier mouvement qui sont maintenus. On a essayé de les casser, on est venu les réintégrer directement. Tant qu'on reste au-dessus, j'ai envie de te dire qu'on n'ira pas chercher plus bas maintenant. Si on vient clôturer en dessous, eh bien clairement, la prochaine cible, ce sera les 73 000 $. Et donc, ça activera ce scénario ici. Donc, je vais les enlever. On en fera de nouveau la semaine prochaine. Au niveau d'Ethereum, eh bien, on peut voir qu'on est venu chercher la Golden Pocket du mouvement le plus haut de ce cycle. On est venu chercher des points plus bas que août. Et pour l'instant, on a l'air de bien réagir. J'aimerais bien qu'on reprenne cette trendline. Pour l'instant, on a tendance à essayer de le faire, mais bon, c'est pas hyper propre. Donc, je vais te dire que pour l'instant, Ethereum, c'est quand même toujours dans son range, parce que le range, il va de ici à ici, donc de 4000 jusqu'à 2000, 2140. Donc, tant qu'on reste dans ce range, en fait, c'est pareil que BTC, il n'y a rien à signaler. Maintenant, voilà, on pourrait très bien venir casser, et puis si on part en bear market, on partira en bear market. On est également dans ce triangle de compression. Donc, le jour où on casse ce triangle de compression à la hausse, j'ai envie de te dire, ça va partir assez haut. Ça va partir assez haut, assez rapidement. Et la target des 9000 $, elle est largement atteignable. Largement atteignable. Solana, il est toujours sur son support. Il est toujours sur son support. Donc, on est sur un support qui a bien tenu depuis mars dernier. Mars il y a un an. Donc là, c'est un peu pareil, hein. Tant qu'on reste là-dessus, écoute, rien à signaler. Maintenant, il va falloir qu'on vienne le chercher plus haut. Donc, tu vois que cette figure, elle n'est pas bonne. Donc, on va la supprimer. Et clairement, on peut venir d'abord chercher les 204 $. Hein, mais bon, maintenant, il va falloir mettre un bottom, casser cette tendance baissière également qu'on peut avoir ici. Tant qu'on n'aura pas cassé tout ça, il n'y a pas forcément de relance. Donc, en fait, voilà, si tu es tranquillement de côté, tu as du stable et tout, tu peux DCA tranquillement. Ça ne posera aucun problème. Au niveau de Hondo, on peut voir que lui, il est en train de faire un petit peu le scénario numéro 1 dont on avait parlé. Il est revenu directement chercher la trendline qui pour l'instant a été repoussée. Donc le potentiel qui vienne chercher plus bas, il existe toujours, surtout si BTC dérouille un petit peu. Donc ça reste toujours l'un des gros projets des RWA. Ça reste vraiment l'un des leaders. Et surtout, leur PDG, il me semble qu'il est invité au summit crypto de Trump. Donc ça prouve qu'il y a quand même de grosses connexions également, notamment avec BlackRock, etc. Au niveau de Tao, donc là on peut voir que ce scénario-là ne fonctionne pas et qu'on rentre directement dans, celui-là non plus ne fonctionne pas, et qu'on rentre directement dans ce scénario-là. Donc là voilà, on est revenu visiter le point bas. Je t'avais dit la semaine dernière qu'on peut très bien revenir visiter le bottom. Pour l'instant, tant qu'on ne le casse pas, j'ai envie de te dire que c'est très très bien. On reste dans cette accumulation ici. Donc c'est très positif. Voilà, donc maintenant on va, comme les autres, attendre de venir casser ici. Mais pour du DCA, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Tao. Avec Xinzen, on peut voir que lui aussi, il accumule très bien. Donc là, ça s'est pas du tout passé comme ça. Là, par contre, on est plutôt bon. Ça suit assez bien le pattern. On peut voir que le bottom a été posé et qu'il a été retesté plusieurs fois. Il est en train de se faire retester actuellement. Donc, commencer à DCA ici, ça pourrait être intéressant. Maintenant, voilà, on ne veut pas que ça vienne casser ici parce qu'on pourrait se retrouver vers les 10 centimes. Et ça, c'est pas vraiment souhaitable. On reste sur un gros projet des agents autonomes. Donc assez intéressant maintenant à voir ce qui va se passer par rapport à tout ça. Au niveau de AAVE, là c'est pareil, hein, ça suit un petit peu, ça fait un petit peu un mix des deux en fait, entre ce scénario et le deuxième. Donc voilà, on reste dans la Golden Pocket. Tant qu'on est dedans, pour l'accumulation, ça peut être intéressant. Comme pour toujours, après, on veut casser cette trendline pour commencer à bien accumuler. Hein. Ça va être vraiment l'un des meilleurs signaux. Mais pour l'instant, il faut prendre son mal en patience. Au niveau de SUI, il y a eu des nouvelles comme quoi Trump allait le mettre dans son entreprise World Liberty Finance. Celui-là ne fonctionne pas.
Et on a l'air de partir vraiment sur un scénario où on vient revisiter la Golden Pocket pour pourquoi pas aller chercher plus haut par la suite. Donc voilà, c'est à peu près un petit peu pareil pour tous les altcoins, hein, mais j'ai vraiment voulu garder ces altcoins dont je te parle déjà depuis 3 semaines et voir un petit peu leur évolution. Et on peut voir que pour l'instant, ça se passe un petit peu comme on l'imaginait. Donc, on avait plusieurs scénarios. Au fur et à mesure du temps, on peut voir que les scénarios sont en train de s'affiner. Maintenant, comme toujours, ça va être vraiment un Bitcoin qui va être le métronome. On veut vraiment clôturer voilà, dans ce range. Et c'est vraiment ça qui va être le plus important. Au niveau du M2, on peut voir que tout a l'air de se mettre en place. Maintenant, il va falloir vraiment qu'on sorte de cette peur sur les marchés, que ce soit sur les marchés tradis, que ce soit sur les marchés crypto. Donc voilà, tout a été dit pour aujourd'hui. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir.